Bonsoir à tous. L'actualité de ce samedi 27 juillet 2019, essentiellement marquée par cette clôture des travaux du Conseil des ministres de la CEAC. 4 projets de textes fondamentaux ont donc été validés. Nous aurons des précisions dans cette édition avec Éric Hervé Moulémoulé. La première édition du Prix national des droits de l'homme, une opportunité pour les membres de la société civile de remporter le Prix national des droits de l'homme. Landrine Guéma nous donnera plus d'informations dans ce journal. Et puis, les femmes du Rassemblement pour la patrie et la modernité, parti de l'opposition, tiennent aujourd'hui leur convention. Il est question pour elles de s'investir massivement sur le terrain au cours des joutes électorales qui pointent à l'horizon. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue sur Gabon Première. 4 projets de textes fondamentaux validés, c'est du moins ce qui ressort du Conseil des ministres de la CEAC qui s'est achevé hier. Eh bien, les travaux qui rentrent donc dans le cadre de la réforme institutionnelle et organisationnelle de cette structure régionale dans la perspective, bien évidemment, du renforcement de l'intégration conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des précisions avec Éric Hervé Moulémoulé et Peter Manfumbi. Longue période d'atermoiement, la CEAC franchit un pas dans sa marche vers une intégration aboutie à travers le paraphe ici des 4 projets de textes fondamentaux révisés. Au terme de la deuxième réunion, les ministres membres du comité de pilotage de la réforme institutionnelle de la CEAC ont adopté les projets de cadre organique de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le projet de statut de personnel révisé de la communauté économique, les projets de textes révisant le règlement financier et les projets de protocole révisé relatifs au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX. Il ne me reste plus qu'à transmettre officiellement les projets de textes fondamentaux révisés de notre communauté au président en exercice de la CEAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en vue de la convocation prochaine d'une session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à l'effet de l'approbation des 10 textes. Les ministres et 11 États membres du comité de pilotage de cette réforme institutionnelle ont salué le leadership du Gabon. Nous, ministres, témoignons notre gratitude à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, pour son leadership et son engagement constant en faveur de l'intégration régionale en Afrique centrale. Sur décision du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, l'ancien siège de la Banque des États de l'Afrique centrale va désormais abriter le secrétariat exécutif de la CEAC. Toujours à Libreville, actualité riche, eh bien les maires du monde et d'Afrique réunis à Libreville pendant 72 heures ont manifesté leur satisfaction après les travaux extraordinaires de l'Organisation internationale des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. En clôturant donc les travaux, eh bien les délégués ont procédé à la désignation des candidats africains aux élections à venir. Le point avec Janice Odonguema, Pierre Claverella. Au terme des négociations laborieuses qui ont barré le passage au consensus souhaité, le scrutin a finalement été le mode opératoire utilisé pour dégager avec une majorité absolue les 2 candidats africains à la présidence de cités et gouvernements locaux unis monde et à la vice-présidence de cités et gouvernements locaux unis Afrique monde. On n'a pas pu trouver un consensus. Nous avons procédé au vote. Donc à l'issue de ce vote, pour ce qui concerne la candidature de l'Afrique à la présidence mondiale, c'est le Maroc qui a été élu à l'unanimité. Pour la vice-présidence, c'est le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. La diplomatie gabonaise doit être félicitée. Nous avons réussi l'exploit de réunir toute l'Afrique pour être derrière le Maroc. Et monsieur le secrétaire général va déjà s'atteler à cette mission qui est celle de faire que le Maroc remporte la présidence à Durban. On n'attendait pas moins de la diplomatie gabonaise si ce n'est battre le fer pour ouvrir les portes hermétiquement fermées. L'Afrique veut exercer un 2e mandat qui couvre la période 2020-2022. Le maire de Libreville, Léon Dezuet, en sa qualité de président de cité-gouvernement locaux unis d'Afrique, est un homme robuste qui sait transformer les pierres du chemin en atout pour obtenir la victoire.
Après l'étape de Libreville, mission assignée au secrétaire général de l'organisation, celle notamment de faire la promotion des candidats africains. Il est donc au micro de Janice Sondongema et de Pierre Claver-Ella. Nous l'écoutons. Nous devons féliciter le maire de Libreville et la diplomatie gabonaise pour les résultats que nous avons obtenus. Vous avez aussi ici la présence de délégués de Corée. Ils sont venus nous inviter pour le prochain congrès de CGLU qui sera organisé en 2022 et ils souhaitent dès maintenant nous inviter à ce congrès. Désormais, nous allons circuler dans toutes les parties du monde pour présenter notre candidat, présenter ce qu'il donne comme garantie pour le service aux collectivités territoriales au niveau mondial. C'est l'Afrique qui doit aller gagner à Durban. Et je crois que c'est cela que nous nous efforcerons de faire d'ici novembre. Le Maroc, il a été choisi comme candidat d'Afrique. Donc notre programme, ça sera élaboré par tous les Africains, par tous les pays africains, par l'UCLG Africa. Donc notre programme, c'est défendre d'abord les intérêts de l'Afrique, défendre les intérêts des collectivités territoriales du monde entier, de pouvoir comment les collectivités territoriales puissent avoir les moyens pour servir le citoyen, parce que ce sont les collectivités territoriales, les élus locaux qui sont toujours présents sur le terrain et à côté du citoyen. Et oui, d'abord les intérêts de l'Afrique. Les responsables de la Banque mondiale des États de l'Afrique centrale, la BEAC, en campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la nouvelle réglementation des charges dans l'espace CEMAC. Les travaux qui ont donc réuni les différents acteurs du secteur bancaire à N'Djamena au Tchad ont été supervisés par le responsable de la commission bancaire de l'Afrique centrale, à noter la COBAC. Envoyés spéciaux pour le compte de Gabon Télévision, Yves Gislamitoumba, Bertin Osaga. N'Djamena, la capitale politique du Tchad, un des États membres de la CEMAC, accueille les travaux du séminaire relatif à la nouvelle réglementation de change dans cette sous-région d'Afrique. En présence du ministre tchadien des Finances et du Budget, des délégués de banques, des régulateurs et des directeurs nationaux de la BEAC, le gouverneur de la Banque centrale a situé l'assistance sur les enjeux des réformes en cours. Nous avions déjà un dispositif qui a été instauré en 2000. Après 18 ans d'application, nous nous sommes rendus compte que ce texte avait quelques limites et ce nouveau dispositif, nous le jugeons véritablement approprié. La démarche qui vise à lutter contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux va également permettre à terme de minimiser les sorties et entrées des devises non déclarées. Beaucoup de gens viennent avec des sacs remplis de francs CFA, avec beaucoup de facilité, on peut obtenir la quantité de devises qu'on veut avoir. Après, il n'y a personne pour vous demander mais d'où viennent ces CFA. Personne ne sait quelle destination ces devises ainsi acquises prennent, et ce qui pose justement les problématiques de sécurité et de blanchiment. Débutée le 4 juillet 2019 à Douala au Cameroun, la campagne de sensibilisation sur la nouvelle réglementation va se poursuivre dans les autres pays membres de la CEMAC. Retenez pour votre gouvernement qu'après cette édition d'information, vous pourrez suivre l'intégralité de la conférence de presse que le gouverneur de la BEAC a accordée à la presse. Le système ferroviaire marocain reste l'un des plus reluisants en Afrique, avec la mise en circulation du train à grande vitesse, un saut qualitatif qui a donc amené le royaume chérifien à construire des gares ultra modernes. Celle de Rabat notamment suscite aujourd'hui l'admiration des usagers mais également des visiteurs. Un modèle de réussite qui aura donc séduit également les responsables de la RTF et de la CETRAG en séjour actuellement d'inspection et de travail en terre marocaine. Envoyés spéciaux pour le compte des Gabon Première au Maroc, Henrik Bokoko et Victor Mondonga. Le Maroc a effectué son saut dans le futur avec la présence du train à grande vitesse TGV sur la ligne Tanger-Casablanca via Rabat. Une prouesse technologique
matérialisé par la construction de cette gare high-tech Rabat-Agdal. Vous voyez, c'est le GPS là. On veille sur chaque train, la position, la vitesse, le point kilométrique, toutes les informations concernant le train. Une gare haut de gamme dont la fiche technique séduit à plus d'un titre. C'est en rupture totale avec les gares classiques dans lesquelles on venait juste pour prendre le billet, prendre le train. Là, on peut faire des choses autres que prendre le train, vraiment vivre à l'intérieur de la gare. La deuxième chose, c'est une prouesse technologique en termes architectural. Un joyau architectural qui emballe indéniablement les responsables du chemin de fer gabonais. C'est une gare moderne qui répond aux préoccupations sécuritaires, mais également de fonctionnalité. Et donc derrière, vous savez que l'État a initié un programme de remise à niveau du chemin de fer. Nous avons donc en gestation sur plusieurs gares de chez nous, également un programme de restructuration de plusieurs gares. Cette gare ultramoderne place le Maroc au rang de pays émergent en matière de transport ferroviaire. Le Gabon s'en inspire afin de moderniser ses installations dans ce domaine. Ici, à Rabat, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mudunga. Merci Henrik Bokoko et Victor Mudunga. Donc un exemple à suivre pour d'autres pays africains. Le deuxième consul du Cameroun au Gabon, nous sommes là à Libreville, a donc présidé la cérémonie d'installation du nouveau directeur régional du littoral. Ce dernier a donc officiellement pris ses fonctions en présence des membres de la communauté camerounaise au Gabon. Compte rendu Octavie Yolande Tanguy Tsaka. Le bureau de la région littorale du Gabon a un nouveau chef en la personne de Jean-Marie Bekwe Musinga, élu à ce poste le 16 décembre 2018. Cette cérémonie s'est déroulée en deux phases. La première concernait la partie administrative et c'est le premier secrétaire qui a présidé cette installation. Occasion pour le président du comité de normalisation de rappeler que la phase élective est passée. Nous appelons les uns et les autres à tourner la page de la crise et d'œuvrer pour répondre aux impératifs sociaux et communautaires qui nous interpellent pour une région forte et prospère. C'est ainsi que le premier secrétaire chargé des affaires consulaires a prodigué de sages conseils aux promus. Prenez toujours le temps de rendre compte à la hiérarchie. Je fais ceci, je fais cela, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il s'agit de tel ou de tel. S'en suivra le transfert des pouvoirs de manière traditionnelle au niveau régional par un notable et le promu de prendre la mesure de sa charge. J'invite la nôtre génération à accomplir dignement et pleinement notre mission dans l'intérêt de tous et surtout des générations futures. Le nouveau régional Jean-Marie Bekwe Musinga remplace à ce poste Paul Dibouké. Il rappelle aux uns et aux autres qu'il sera le régional des fils et filles assurés à cette section territoriale. Dans cette édition, nous parlons également de la poursuite des travaux des différents chantiers des voies secondaires de Libreville. Pour mieux s'imprégner de la qualité de ces travaux, eh bien, le ministre des Travaux publics, Arnaud Calix Nganji-Elandi, a donc battu le bitume. C'était en présence de nos reporters Octavie Yolande, Michel John Boudéga. Visite de chantier de grande importance effectuée par le ministre Arnaud Calix Nganji sur les conditions de circulation des voies secondaires des riverains. Ces derniers réclament un travail de qualité qui arrange les populations. Il faut que vous pensiez à nous mettre des dos d'âne. Il y a beaucoup d'enfants ici, les voitures qui filent ici, là ça roule comme si vraiment à tombeau ouvert. Au cours de cette visite effectuée par le ministre des Travaux publics, se trouvaient deux leaders des syndicats des agents des travaux publics qui apprécient ces travaux. Le gouvernement qui se bat pour redonner de la valeur à ce ministère. Et il faut aussi dire que c'est vraiment une grâce pour nous d'avoir un ministre efficace qui se bat pour la population, qui prend la situation de la route à bras le corps. Concernant la buse qui se trouve devant le Sénat, à quand le démarrage des travaux? La zone du Sénat est une zone complète. Donc nous allons commencer par aménager les voies qui nous serviront de voies de contournement.
Donc si vous ne faites pas la voie de Cocotier et vous attaquez le boulevard Triomphal au même titre que ce qu'on a fait au charbonnage en coupant la chaussée en deux, vous n'avez pas de voie pour que les populations puissent contourner. Donc dans un premier temps, on va aménager les voies de servitude, les rétablir, les réhabiliter pour que la circulation reprenne là avant d'attaquer devant le Sénat. Cette visite des chantiers s'étendra dans d'autres quartiers de la capitale et à l'intérieur du pays, dans les voiries des grandes villes. Cap à présent à l'intérieur du pays, la circulation à Sindara, localité du département de Tsamba-Magouti, dans la province de Langounié, désormais fluide. Eh bien, les populations viennent de lever les barricades qu'elles avaient érigées pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de vie. Cette décrispation est d'ailleurs l'aboutissement du dialogue privilégié par les pouvoirs publics et parmi les autorités qui ont donc effectué le déplacement de Sindara, il y avait le gouverneur de la province de Langounié. Maridio Moussavou, Makondi, Gérard Maniania étaient nos envoyés spéciaux. La concertation jusqu'au bout, voilà la méthode utilisée avec succès par la délégation avec à sa tête la ministre déléguée Yolande Nyonda, qui a été mandatée par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour aller résoudre le litige avec les populations qui ont dressé les barricades sur la voie publique. Tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire doit être respecté par chacun de nous. Les engagements que nous prenons, ce sont des engagements qui nous donnent l'opportunité de poursuivre, de rechercher ou de solutionner les problèmes qui se posent. Ces retrouvailles avec les pouvoirs publics ont évidemment constitué une excellente opportunité pour les populations de mettre en relief la mal-vie à l'origine de leur mouvement de protestation. Nous sommes confrontés à un problème de route et il y a aussi d'autres doléances et puis nous demandons au gouvernement de faire tout pour essayer de nous aider. Quelles que soient les circonstances, le dialogue et la confiance doivent prévaloir jusqu'au bout. Il est à ce prix le retour de la sérénité souhaitée par tous. Les opérateurs se sont engagés, je dis bien engagés, à accompagner sur le plan social, construction d'écoles, distribution de kits scolaires à la rentrée, distribution de médicaments. Nous avons bon espoir que la sérénité que j'entends là est revenue, que les uns et les autres vont vaquer. Les barricades levées et le dialogue rétabli, il reste maintenant à améliorer les conditions de vie des populations pour prévenir d'autres accès de fièvre, d'autres crises. Eh bien, pour parler de cette sérénité, pour demeurer donc dans cette quiétude à Sindara, il serait aujourd'hui opportun d'améliorer le vécu des populations afin que ces populations puissent bénéficier des atouts de la localité. Retrouvons à nouveau Maridio Moussavou, Makondi, Gérard Manenia. Célèbre pour son débarcadère sur Langounié, Sindara, au plan économique, c'est avant tout l'or vert, l'exploitation forestière, sauf que tout le monde ne tire pas profit de cette activité. Nous avons plus de 7 sociétés, ils exploitent nos richesses et notre force de travail, mais ces sociétés-là n'électrifient pas les villages qui sont environnants et c'est un peu ce qui est déplorable. Donc nous estimons qu'il serait nécessaire que ces personnes-là puissent s'occuper un peu de la route et il faudrait aussi que ces derniers puissent prendre en compte un peu le social. Il n'y a pas d'ambiguïté. On a l'article, lui, qui nous dit qu'on doit ristourner aux populations le bénéfice de l'exploitation forestière. Et on a l'arrêté 105 qui vient justement indiquer comment justement appliquer cette loi sur le terrain pour les populations. Pour atténuer les inégalités et les incompréhensions à l'origine des frustrations, il est nécessaire d'examiner ensemble les opportunités. Ensemble, nous allons résoudre ces problématiques. Le gouvernement est au courant. Les opérateurs économiques ont déjà fait. Ils vont présenter ce qu'ils font et ce qu'ils vont continuer à faire. L'école de la Sombre va se mettre en place. Les kits scolaires seront payés à la rentrée. Il y a donc un certain espoir à Sindara pour des lendemains radieux, pourvu que chaque parti mette du sien, que le réalisme prenne le dessus.
Revenons à Libreville. Vous vous en souviendrez qu'en 2016, décision avait été prise par le gouvernement de la République d'interdire aux agences de voyage la desserte des villes et localités de l'intérieur du pays après 18 heures. Quelques années après, où en est-on avec cette mesure et quel est son impact au niveau du fonctionnement de ces agences de transport? Une interrogation d'ailleurs à laquelle répondent nos reporters Cabrel Guilain-Lemami et Hervé Ndigue. La mesure relative à l'interdiction aux véhicules des agences de transport de circuler au-delà des 18 heures fait encore parler d'elle. Cette décision semble encore mal appréciée par de nombreuses personnes, notamment les responsables des structures de voyage qui disent ne détenir aucun document faisant état de cette décision gouvernementale. Depuis que cette affaire est arrivée, nous, au niveau du justice transport, on n'a jamais reçu une note qui nous permet de savoir que la voiture peut partir de ville à telle heure et doit circuler avant ou après telle heure. On n'a jamais reçu cette note. Cette décision serait à l'origine du manque à gagner pour certaines agences dont le temps de trajet augmente parfois en raison du mauvais état de la route et serait aussi la cause de plusieurs interpellations. Nous avons été interpellés nombre de fois par les agents de sécurité, notamment la gendarmerie qui assure la sécurité le long de notre parcours, au motif que nos bus arrivent après 18 heures, des fois 19 heures. On se souvient que cette décision avait été prise à la suite du drame survenu dans la nuit du 5 au 6 août 2016 sur la Nationale 1. Un accident qui avait causé la mort de plus d'une dizaine de personnes. Pour éviter que ce genre d'événement ne se répète dans le pays, ordre avait été donné aux véhicules de transport de ne plus circuler au-delà de 18 heures. Et puis, une réunion de finalisation préparatoire du prix national des droits de l'homme s'est tenue à la Chambre de commerce à Libreville, une initiative dont l'objectif est d'honorer les membres de la société civile qui aujourd'hui s'illustrent positivement sur le terrain. Larding et Mamba, Michel John Boudégra. Œuvrant pour le bien-être des personnes vulnérables vivant au Gabon, la société civile gabonaise initie la première édition du prix national des droits de l'homme. Une réunion de finalisation préparatoire s'est tenue à la Chambre de commerce de Libreville. Le projet consiste à récompenser toute association, ONG, syndicat qui aura posé des actes pour l'amélioration des conditions de vie, de vivre des populations gabonaises. Je voudrais ici saluer l'initiative qui a été prise, qui a été soutenue par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, de pouvoir appuyer les ONG en récompensant leurs efforts. Les droits de l'homme sont des droits inaliénables, sans distinction de race, de sexe ou de provenance. Le ministère de la Justice et des Droits humains, partenaire de cet événement, devrait veiller au respect des critères établis. Les principaux textes internationaux en matière de droits de l'homme, le Gabon est parti à ces textes-là. C'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre ces dispositions, parce que la question de célébrer la notion de prix, ça veut dire encourager les acteurs de la société civile qui accompagnent au quotidien l'État gabonais dans la réalisation des politiques publiques en matière de droits de l'homme. C'est un peu plus de 200 dossiers enregistrés depuis le lancement. Après présélection du comité, 100 dossiers ont été retenus. À l'arrivée du lauréat seront primés le 2 août prochain. La politique dans ce journal, eh bien, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Eric Dodo Bungenza, continue son périple dans la province, notamment celle du Haut-Ogooué. Eh bien, ce soir, nous vous proposons l'étape de la localité de Mwanda. Nos envoyés spéciaux, Charles Obamondon, Thierry Aldo Mandaka. Mwanda, la cité minière, a réussi brillamment son pari, accueillir avec toute la chaleur militante qui s'impose en pareilles circonstances le directoire du Parti démocratique gabonais conduit par son chef Eric Dodo Bungenza, lequel, au nom du patron du parti, tenait à remercier les populations de la Lebombi-Leyou pour avoir soutenu le président de la République victime de quelques années de santé. Vous avez demandé à Dieu de faire en sorte que son état de santé s'améliore. Et grâce à vos prières, Dieu vous a écouté. Et le président est rentré, il est avec nous. Le président se porte bien, il se porte bien. Il m'a demandé de vous dire merci pour vos prières, car Dieu vous a entendu.
Dans le département de Logoué-Tili, à Boumango, recevoir Eric Lolo Bougenza est un honneur et un privilège pour ses fidèles qui ont pris d'assaut la place des fêtes afin d'écouter et de comprendre le message du secrétaire général venu leur rendre visite. Le peu que le président envoie pour ses camarades militants de base, même si c'est un peu, donnez-leur. C'est pour eux. Parce que vous, derrière là, vous avez déjà. Sur le plan politique, rien à signaler. Cependant, ce déplacement en valait véritablement la peine, galvaniser et maintenir les troupes en éveil afin de parer avec efficience à toute éventualité. Pour la patrie et la modernité, le parti de l'opposition a tenu ce matin à son siège sa première convention des femmes dénommée Convention du mouvement des femmes modernisatrices. C'est donc le président de ce parti qui a ouvert officiellement les travaux. J'ai cité Alexandre Barreau-Chambrier. Le compte rendu avec Arnaud Mbabekung, Marlise Mengue. Des femmes du Rassemblement pour la patrie et la modernité a été prononcé par le président de cette formation, Alexandre Barreau-Chambrier, qui pense déjà aux élections législatives partielles. Le RPM présentera des candidats dans 3 circonscriptions électorales, à savoir Mouila, Mimongo et Ntour. N'ayant pas encore reçu notre récépissé de normalisation, nous allons présenter nos candidats sous la bannière RHM et vous comprendrez que tout cela fait partie des manœuvres pour retarder quelque chose qui de toute façon finira par arriver. En prenant part à ce scrutin, notre parti tient à confirmer sa volonté d'occuper le moindre espace d'expression pour dénoncer l'échec patent dans tous les domaines du pouvoir actuel et éclairer l'opinion sur les valeurs portées par notre parti. Organe spécialisé du parti, selon l'article 37 du règlement intérieur, le mouvement des femmes modernatrices a pour rôle de veiller, organiser, défendre et promouvoir les intérêts et les droits de la femme au sein et en dehors du parti, pour son épanouissement et son développement. Une banque alimentaire pour les populations vulnérables à l'initiative de la Fondation Paul Biya-Oguemba pour la protection sociale et le bien-être. Le lancement a eu lieu ce jour à Bikele, dans la commune de Ntoum. Messagerien Ngobam, Richard Mobiwa pour le compte-rendu. Plus de 4 tonnes de vivres distribuées ici aux populations vulnérables de la province de l'Estuaire par le président de la Fondation Paul Biya-Oguemba pour la protection sociale et le bien-être à l'occasion du lancement officiel des activités de la Banque alimentaire en charge de s'assurer d'une alimentation saine et pérenne de cette catégorie de compatriotes. Dans certaines familles, le soir, c'est ce qu'on appelle le café misère. Et ça, nous ne devons pas accepter que ça dure longtemps. C'est pour cela que j'ai retenu d'abord l'alimentation, avant même la santé. Du reste, l'alimentation, c'est même la santé. Quand quelqu'un mange, il tombe moins malade. Mais quand il ne mange pas, il est fragile. Les populations cibles trouvent en cette initiative innovante une implication considérable de la société civile gabonaise en matière de lutte pour le bien-être. Nous remercions la Banque alimentaire de Bikele pour ses présents à notre endroit. C'est une bonne chose. Ça aide peut-être la maman. Ce matin-là, il n'y a pas 100 francs pour payer même 1 kilo de zèle, mais ça nous aide déjà. J'ai dit merci beaucoup. C'est une bonne chose qu'on a tenté de nous révéler là maintenant. Il faut que ça continue. Une banque alimentaire qui arrive à point nommé dans le pays pour servir de digue face au phénomène galopant de précarité en nette augmentation ces derniers temps. L'information, c'est aussi le sport. Enfin, ce week-end, au stade Pierre-Claver d'Ivungui de Port-Gentil, de la première édition du championnat national de 3e division. Et ceci sur une note de satisfaction. Finale d'ailleurs remportée par les Panthères Chris Roy de Mouila devant Mwanda FC. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le vice-président de la FEGAFOOT, Charles Goula, Lucien Barraud. L'histoire retiendra que Panthère Chris Roy est le premier club à remporter le trophée du championnat national de 3e division.
Au terme d'une partie âprement discutée, les deux équipes se neutralisent sur le score d'un but partout. Le suspense jusqu'au bout des tirs au but. Un joueur de Mwanda Football Club s'écroule. Ce dernier est transporté immédiatement dans une structure hospitalière de la place. Victoire des Panthères Christ-Roi, 4 tirs au but à 3. L'objectif du comité directeur, c'était de monter d'abord en Super 2. Et nous, la motivation des joueurs, c'était de remporter ce trophée et avoir une place en deuxième division professionnelle pour l'année prochaine. La FEGAFOOT et l'antenne du ministère des Sports de la province de l'Ogooué-Maritime se réjouissent du bon déroulement de la fête du football amateur à Port-Gentil. On vient d'assister à une belle finale. Voilà, on peut conclure que la compétition s'est bien déroulée. Ça a été un succès. Véritable pari parce que beaucoup de gens n'y croyaient pas au départ. C'est la toute première édition de D3 et qui se conclut bien. Tout est bien qui finit bien. Le championnat national D3 vient de s'achever. Nous avons assisté à une très bonne finale. C'était très indécis, avec une séance de tir au but vraiment qui a été très homérique. Calendrier donc bouclé pour la Fédération gabonaise de football pour la saison sportive 2018-2019. Place désormais aux préparatifs de la nouvelle saison. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. 23h, Janice Kondongema. Restez fidèles au programme de Gabon Télévision.